Bonjour à tous, bienvenue au N3S Podcast, Nutrition, Sport, Santé, Sommeil. Je suis votre hôte Vincent Mandeville et je suis accompagné de mon compère de toujours, Guillaume Lacerte. Hey, salut Vincent, comment ça va? Ça va mieux que toi, j'ai l'impression que ou bien c'est l'appel qui fait défaut, ou bien t'as juste un petit quelques secondes de retard. Non, je pense que c'est l'appel. Ok. Ou bien Je suis aussi sharp que toujours. Ou bien tu reviens de ton cours de Jiu-Jitsu pis t'es juste démoli. Ouais, on a fait pas mal de choke aujourd'hui, je pense, puis ma voix payé un peu. Bon, au pire, ça te donne une belle voix sirupeuse comme celle de Roy Dupuis. Yes, une nouvelle corde de mon arc. Faudrait que je commence à faire, ça améliorerait peut-être ma voix. Mais écoute, ta voix, justement, va en avoir besoin aujourd'hui. On a un petit peu plus tard les gars de PGGR, qui est Petit Geste, Grand Résultat. Puis on va expliquer plus précisément ce que c'est. En fait, on va les laisser expliquer plus précisément ce que c'est. Mais avant, je pense que ça serait juste poli de te demander, Guillaume, quoi de neuf? Un paquet de trucs, là, l'article va sortir dans un petit bout, mais en ce moment, je suis parti sur une genre de dérape d'études scientifiques à l'Université d'Ottawa parce que j'ai toujours aimé ça être cobaye. Quand je faisais ma maîtrise, souvent il y avait des petits pamphlets qui apparaissaient sur les murs qui demandaient pour avoir des cobayes. Puis j'ai fait quelques études, comme il y en a une sur la douleur, je pense que je me faisais donner des chocs électriques, puis fallait que je dise sur 10 comment ça faisait mal. Puis récemment, cet hiver, j'ai une que j'avais faite où qui m'a donné à peu près 6 mois d'oméga 3 gratuits. Puis en plus d'avoir une couple de résultats de prise de sang, fait que ça, j'étais très content. Puis depuis que je suis arrivé à Ottawa, j'en ai magasiné une couple. Là. Fait que c'est pour ça que sur Facebook, tu poses des photos de toi où est-ce que t'es habillé en astronaute. Puis, Ouais, ben ça, c'est celle que j'ai faite hier. En plus, les photos vont être encore plus spectaculaires. Dans le fond, j'ai fait 2 études. La première, c'était... la première rencontre, c'est un test de VO2 max. Puis la deuxième rencontre, c'était hier. Puis il fallait que je sois sur un vélo assis, puis que j'essaie de pédaler pendant 2 heures avec une résistance de 120 watts. C'est pas énorme, mais c'est assez pour que tu puisses jamais vraiment pédaler puis oublier que tu pédales. Puis pendant 2 heures, ça, puis à 40 degrés Celsius, sans boire d'eau. OK. Puis là, en plus, j'avais un masque pour mesurer la quantité d'oxygène que j'avais. Fait que j'avais encore plus chaud à cause du masque. Puis j'avais un capteur qui me passait à travers le nez, qui descendait jusque dans ma poitrine pour mesurer la température de ma core temperature, la température au centre de mon corps pour être sûr que je sois pas en coup de chaleur. Puis j'avais des plugs sur le bras gauche. Mon bras gauche était à côté sur une table. J'avais pas le droit de le bouger. Il y a des capteurs partout sur le chest. Il manque partout sur la poitrine. Il manque des bouts de poils un peu partout parce qu'il fallait qu'il rase ça. C'était assez spectaculaire. Honnêtement, je pense que c'était la pire expérience d'effort physique de ma vie. Ou en tout cas, c'est dans le top 3. Mais la vraie question, c'est comment est-ce que tu faisais pour pédaler si t'étais strappé à ce point-là? Ouais, c'est juste mes jambes qui bougeaient. Puis mais en fait ça, vu que ce qui est bizarre, c'est vu que j'étais assis, ce qui ajoutait en plus à l'expérience, vu que j'étais assis pour pédaler, puis il fallait que je force tout le temps contre le siège, on dirait que les muscles en haut de mes fesses étaient tout le temps crampés. Comme quand tu passes comme 6, 8 ou 10 heures assis dans une voiture quand tu fais un road trip. Honnêtement, après 10 minutes, je me suis rendu compte que ça serait vraiment difficile. Là, je commençais à paniquer un peu. Je me suis dit, oh mon Dieu, je finirai jamais. Après 30 minutes, j'ai fait, je pensais que ça faisait 1 heure, puis il m'a dit, ça fait 30 minutes. Là, bon, j'ai un peu mal à l'âme. Là, j'ai fait une mini crise cardiaque un peu. Puis je me suis rendu jusqu'à 1h30. Parce que j'ai discuté avec lui un peu pendant l'expérience, celui qui la faisait, puis il me dit, ouais, à date, le 6e, puis il y en a juste un qui a réussi à finir. C'est un gars qui faisait des ultra-marathons. Puis qui était pas mal plus lourd que toi, ça fait que la résistance sur le vélo était pas mal moins grande relativement à son poids. Mais il dit sinon, il dit j'ai un rameur olympique qui a fini après 1h25. Finalement, je me suis rendu à 1h30. J'ai cassé après 1h30, puis les 10 dernières minutes, je pense que je peux y aller, puis
Tu sais, je criais un peu en même temps à chaque fois que j'expirais. J'ai une vidéo de ça en plus. Je me suis même pas rendu compte qu'il m'a pris en vidéo. J'étais perdu, là. J'étais ailleurs. Je me rendais plus compte du temps qui passait. Puis, fait que ouais, j'ai des photos de ça avec moi scrappé de partout, avec le masque, avec la vidéo à la fin en train de crier. Donc, je pense que ça va faire un bon article. Un bon article, puis peut-être que si les gens sont âge, peut-être qu'on va le mettre, la vidéo, juste pour amuser la galerie, peut-être, ce serait pas pire. Ah, quand j'ai dit à ma blonde que j'avais la vidéo, elle était vraiment contente. Elle s'est dit, ah, je vais pouvoir enfin le voir souffrir plus. Plus! Puis, oui, ça, c'était l'expérience 1. C'est l'expérience 1. L'expérience 2, j'ai déjà fait la première partie. La prochaine, je vais faire ça dans les jours qui viennent. Puis, il faut que je sois à jeun. Dans le fond, je pars l'expérience à jeun, fait que je mange pas le matin puis 12 heures avant. Puis, je suis assis sur une chaise. Il faut que je sois au repos. À toutes les demi-heures, ils me mettent un casque d'astronaute sur la tête, comme t'as dit tantôt, pour mesurer la quantité de calories que je dépense avec l'échange d'oxygène puis de CO2. Puis j'ai des prises de sang à peu près à toutes les 30 minutes aussi pour voir comment je métabolise les gras. Fait que ça, c'est super intéressant parce que je vais avoir un profil métabolique complet avec ça. J'ai vraiment hâte de voir les résultats. Je vais pouvoir comparer à la moyenne des gens comment je suis bon pour brûler du gras quand je suis à jeun. Puis déjà, j'ai remarqué quelque chose de vraiment intéressant, c'est que pendant toute l'expérience, c'était de 8 heures le matin, mais tu sais, en fait, je me suis levé à 6h30 puis je me suis rendu en vélo. Fait que de 6h30 le matin à 4h l'après-midi, j'ai pas mangé. Puis j'ai vraiment pas eu faim. C'était mieux que je pensais. J'avais peur peut-être tu sais, j'ai eu un petit down, là, un petit moment un peu plus dur vers midi, où j'ai eu un peu moins de concentration. Puis c'est tout. Le reste de la journée, ça allait super, super bien. Fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ben, j'espère que ça va paraître, surtout dans les prises de sang, c'est dépendant ce qu'ils mesurent. S'ils spotent quelque chose qui est vraiment hors norme, j'espère qu'ils vont s'intéresser à toi en se disant, coudonc, c'est qui cet extraterrestre-là, puis qu'ils vont gratter un petit peu plus loin. Enfin, ça, c'est... Généralement, les scientifiques s'intéressent un peu plus aux moyennes qu'aux gens qui Ouais, sortent il y de a la des moyenne. chances que je fasse planter leurs résultats aussi, mais on verra. Puis la prochaine étape de ça, en fait, c'est que je vais refaire la même chose. Sauf que cette fois-là, ils vont réduire le pourcentage d'oxygène dans l'air, puis ils vont simuler comme si j'étais à 5000 mètres pour voir si ça fait une différence sur comment je métabolise les gras. Fait que c'est des études intéressantes, je veux dire. C'est un peu pénible des fois, mais pour les résultats que ça me donne, moi, je trouve ça trippant. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour la science, hein, Guillaume? Ben oui. Je sais, tu sais, t'as fait ça toi aussi de maîtrise, mais je sais que c'est dur d'avoir des participants qui sont fiables puis qui viennent pour aider à avoir des résultats. Fait que j'essaie de redonner à la science. Ben, tu sais, moi, ma maîtrise, c'était en ergonomie puis c'était de la biomécanique, hein. Fait que c'était beaucoup de poses d'électrodes, de surface musculaire puis mettons que y a bien du monde qui sont sortis de mon labo avec des patchs pas de poils sur les bras puis c'est exactement comme ça que je suis aujourd'hui. puis sinon, il paraît que t'as fait des tests de pourcentage de gras. Oui, ben ça c'est un des bonus des deux études. Puis en plus, j'ai pu comparer deux méthodes qui sont considérées comme les étalons d'or, là, les gold standards dans le domaine. Fait que j'ai fait une pesée hydrostatique qui est l'ancien étalon d'or, puis j'ai fait un scan DEXA qui est le nouvel étalon d'or. Puis j'ai eu le résultat des deux. Le résultat qui était de pesée hydrostatique, j'ai eu 6% de gras. Puis le DEXA scan qui est le plus fiable, j'ai eu 9,6. Mais le DEXA scan, par contre, j'étais complètement hydraté. Fait que je sais pas si ça fait une grosse... Je vais essayer de lire plus là-dessus, voir à quel point l'hydratation fait une différence. Parce que c'est vrai, pendant le test de vélo, j'ai perdu 4 kilos d'eau. Fait que 8,8 livres d'eau en 1h30 d'effort. Fait que je sais pas ce que ça change au niveau de mon pourcentage de gras. Il va falloir que je lise plus là-dessus. Mais pas moins que c'est assez... c'est pas énorme, hein, ce pourcentage de gras-là, mais c'est... ironiquement, santé. Ouais, j'ai une IMC de 23,5, fait que je suis encore dans les zones dites santé. Ben, tu vois, c'est comique. Moi aussi, j'ai fait un pourcentage de gras il y a pas si longtemps. C'était pas aussi précis qu'un DEXA ou qu'une pesée hydrostatique. C'était juste avec une pince appelée puis quelqu'un qui sait ce qu'il faisait. Puis, j'ai 10,5% de gras à peu près.
sur mon frame de 5 pieds 11, 190 livres. Fait que moi, j'ai un IMC d'embonpoint. Je fais 26 points quelques d'IMC. Fait que théoriquement, je fais de l'embonpoint. Ouais, c'est vrai. Quand je parle des gens qui sont bien en forme puis pour qui l'IMC s'applique moyennement dans mes cours, je pense que t'as un bon exemple. Mais j'imagine que ton tour de taille, par contre, doit être vraiment dans les normes. Fait que, tu sais, souvent, le combo IMC tour de taille est assez fiable. Juste IMC est bof, là, mais tu dois pas avoir un tour de taille de plus que 80-85 cm, j'imagine. C'est une excellente question. J'ai pas fait le test. Il va falloir que je tienne les gens informés au prochain podcast. On fera un suivi. Exact. Mais oui, mais c'est un truc que j'ai trouvé intéressant sur les tests de gras, en fait, c'est que sur la pesée hydrostatique, où dans le fond, t'es dans une espèce de piscine, en fait, Un bassin, mini-piscine, un bassin, ouais, puis t'es dans une balance en métal qui cale dans l'eau, puis regarde à quel point tu flottes, dans le fond. Puis tu fais plusieurs essais, puis plus t'expires d'air, meilleur ton résultat est. Parce que tu flottes moins. Parce que tu flottes moins. Fait que la première fois que je l'ai fait, ça me donne 12%. Le gars il dit, je pense que tu peux expirer un peu plus. Fait que je le refais, ça me donne 9%. Elle dit, ah non, elle dit, t'en avais encore. Et j'ai fait une autre fois, là, j'étais à 7,5. Puis là, je me suis dit, ok, je vais me forcer un peu. J'ai fait un exercice de yoga où tu viens vraiment expirer le plus d'air possible en contractant le bas des abdos, en faisant un vacuum, un genre de truc où tu aspires ton ventre vers l'intérieur. Puis c'est là que j'ai eu 6. Fait que, c'est là que je suis comme, c'est quand même moyennement fiable. J'aime mieux me fier au DexaScan où il scanne, t'es sur un lit puis il scanne ton corps au complet puis t'as un résultat au gramme près, là. Ça, je pense c'est un peu mieux, c'est un peu meilleur. Ouais. Effectivement, non, ça a l'air d'être un excellent moyen d'aller jouer dans le système de ce que t'as fait. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est juste ma capacité à expirer de l'air qui est un petit peu meilleure que la moyenne, plus que mon pourcentage de gras. Mais c'est quoi, tu penses, le pourcentage de gras de Houdini, le magicien? Lui, il rentre dans la cuve, puis il sort pas, puis... Non, je sais pas. As-tu une réponse à ça? Non, non. La réponse dans le prochain podcast. Ah ouais. Ah, puis dernier point intéressant, j'ai aussi ma densité osseuse. Puis ça donnait pas le chiffre exact, il était pas clair. En fait, j'ai pas mon interprétation des données n'est pas incroyable. Il va falloir que je lise plus là-dessus aussi. Mais je sais que j'étais plus que 2 écarts types au-dessus de la moyenne pour la densité osseuse pour mon âge. Fait que c'est-à-dire que je suis probablement dans le top 5% des gens pour la densité osseuse. Puis considérant que je mange très peu de produits laitiers, c'est assez intéressant. Tu sais, souvent on entend dans le paléo, tu manges pas assez de produits laitiers, tu vas avoir des problèmes d'os, puis ça fonctionnera pas, mais dans mon cas, c'est absolument pas ça qui se passe. Ma densité osseuse est vraiment excellente. Puis je pense que c'est lié au fait que je suis très actif. Penses-tu? Non, c'est clair. Tu sais, quand les gens disent que c'est important de faire la musculation, de l'activité physique pour augmenter la densité osseuse, ben, je veux dire, l'attraction des muscles sur les os, ça crée un renforcement, puis c'est ça essentiellement qui rend les os plus forts, là. C'est pas juste manger des produits laitiers qui va te donner des os plus forts tout seul. Ça prend un stimulus pour que le corps réponde. Fait que je pense que ton corps, tu l'as stimulé à côté. Exactement. Puis toi, Vincent, comment ça va? Ben écoute, grosso modo, j'ai pas grand chose à dire. Peut-être une affaire qui m'est arrivée il y a pas si longtemps. Peut-être un petit inconfort au niveau du dos. Tu sais, puis une espèce de petite douleur là, tu sais, dans le bas du dos, en arrière, à droite, qui a lieu beaucoup plus quand je m'assoyais. Mais je dois avouer que j'ai réussi à régler ça pas mal avec une coupe d'affaires. Là. Je sais pas si t'es assez familier avec le yoga, le 4-cow. Le fait de, tu sais, d'être à 4 pattes, arrondir le dos, creuser le dos. Tu sais, fait que j'ai fait ça tous les matins avec une balle de crosse. J'étais allé me jouer dans le psoas iliaque, hein, notre ami. Donc, ouais, ça, c'est jamais très agréable, ça. Mettons quand ça, puis me faire planter une fourchette dans l'œil, j'hésite. J'hésite quand... Non, ça se compare pas, là. C'est quand même un petit peu plus souffrant, la fourchette, à ce qu'on m'a dit, mais se faire jouer dans le psoas... Tu sais, dans le fond, tu te couches sur une balle au niveau du gros muscle qui passe par-dessus ta hanche à l'intérieur. C'est... En tout cas, mettons que c'était pas super le fun, mais 2-3 minutes de travail comme ça par soir,
écoute, mon dos, c'est le jour et la nuit. Mais il faut faire le travail. Je veux dire, les gens, en général, mal en quelque part, mais ils prennent pas les moyens pour se traiter ou ils savent pas comment se traiter. Ben, les petites balles de crosse, là, ou les balles de tennis qui traînent en dessous de mon bureau, j'ai une couple d'objets de torture comme ça que je traîne un petit peu partout. Enfin, moi aussi, c'est effectivement ce truc que j'ai ajouté. J'ai un sac à dos avec une poche qui est pleine de trucs qui sont utiles, qui pourraient être utiles en fait si l'apocalypse frappe. Tu sais, j'ai toujours mon canif, ma paille universelle pour boire de l'eau n'importe où, un briquet, puis des allumettes, un peu de change. Puis là, j'ai ajouté une balle de crosse là-dedans. Avec le partout où je suis, si jamais j'ai quelque chose de coincé, je peux comme sortir ma balle de crosse puis me rouler un peu. Fait que je peux avoir l'air bizarre, peu importe l'endroit où je me trouve. Mais franchement, Guillaume, t'as toujours l'air bizarre. Ouais, mais tu sais, des fois, je suis sûr que les gens s'en rendent compte tout de suite. Là. L'autre affaire que qui sera peut-être notable, là, qui vaudrait la peine d'en parler, c'est des fois, quand on est vraiment mal pris sur la route, c'est pas quelque chose qu'on recommande, mais tu sais, des barres protéinées, c'est malheureusement bien utile d'en avoir, mais as-tu déjà vu, Guillaume, des barres protéinées qui ont pas comme 30 grammes de sucre? Euh, je pense. Même les Larabars, que les bons ingrédients, ça reste que c'est un paquet de dates, je pense. Fait que c'est quand même sucré pas mal. Ouais, exact. Ben, j'ai trouvé ça s'appelle des Quest Bars. Excuse-moi, je vais éditer sur le montage. Ça s'appelle des Quest Bars et ça a étonnamment 20 grammes de protéines, peut-être un 5 grammes de vrais glucides, mais 13 grammes de fibres. Ah, c'est quoi les ingrédients? Ingrédients du whey puis une espèce de fibre de maïs soluble apparemment. Fait que c'est sans gluten. Il y a des polyalcools pour que des édulcorants pour que ça goûte pas affreux, même si toutes les barres protéinées ça goûte un petit peu affreux. Mais je dois avouer que des fois, moi qui travaille sur la route, qui suis un petit peu mal pris, c'est quand même ça dépanne là. Puis étonnamment, j'ai pas de ballonnement ou de quoi que ce soit lié aux édulcorants ou au whey, tu sais, de manger un produit qui est bien transformé. Ben, je dirais que oui, en termes, pour les produits laitiers, c'est pas si transformé que ça. C'est pas un des pires trucs, j'imagine. Non, pour la plupart des gens, ça en est effectivement pas un gros. En tout cas, entre ça et des protéines de soya, je dis pas une seconde, je vais pour la whey, là. Ça, c'est... Même pas une question. Ouais. Mais fait j'avoue c'est à peu que près ça ça. évite trois visites au fast-food, ça vaut quand même la peine de traîner une barre ou deux. Ouais. Surtout considérant que, tu sais, des fois, tu peux... Je suis toujours intrigué de regarder des jerky. Des fois, tu vas dire, du beef jerky, ça pourrait être pas pire. Puis là, tu regardes je pense que les ingrédients, c'est tout le temps sucre, il y a du sirop de maïs là-dessus. Il y a 4-5 affaires qui se prononcent pas. Fait que c'est toujours un peu déçu Ouais, ça contient par toujours jerky. du soya, fait que c'est toujours plein de gluten. Ouais. Terrible. Terrible. C'est une tragédie. Fait que, écoute, moi je pense que ça fait le tour de nos petites histoires récentes. Est-ce que tu voudrais peut-être dire un mot d'introduction pour nos superbes amis de PGGR? Ouais, ben c'est ça, moi j'ai connu à cause de mon collègue qui connaissait, je pense qu'en temps qu'il était au Saguenay. Puis j'ai entendu leur histoire, puis honnêtement, j'ai trouvé ça fantastique. Là. Puis dans la région, en Outaouais, il commence à être de plus en plus connu. Fait que nous voulons faire de la publicité, surtout que pour moi, le lien entre la qualité de notre environnement puis notre santé est là à 100%. Meilleur est notre environnement, meilleur est notre santé, c'est direct. Fait que tu sais, paléo pour moi c'est pas juste de checker à l'épicerie c'est quoi les meilleurs trucs à acheter puis tu sais c'est quoi le meilleur truc à faire au gym. La capacité d'améliorer son environnement immédiat c'est vraiment important. Puis des initiatives comme PGGR je trouve ça fantastique. Puis les deux gars sont allumés, ils sont incroyables. J'ai parlé au téléphone quelques fois avec eux pour arranger le podcast puis pour qu'ils m'expliquent ce qu'ils faisaient puis pour qu'on aille peut-être éventuellement prendre un verre ensemble pour discuter de projet. Puis à chaque fois que je parle un peu avec eux, je suis motivé, j'ai envie de me lancer dans plein de projets puis de couper un peu plus dans mon sommeil. Fait que les gens vont voir, c'est vraiment un duo super spécial, motivant. Puis ils parlent puis ils mettent leurs
énormément. Euh, Ouais, je suis bien d'accord. En fait, moi, quand je les ai écoutés, je les ai trouvés tellement motivés puis enthousiastes. Ça me donne le goût de partager ça à tous les profs que je connais, de leur dire écoutez ça, puis essayez de faire une différence. Puis c'est vraiment les profs qui rejoignent le plus de gens, là. Fait qu'enfin, j'espère que leur enthousiasme va passer à travers le podcast puis va vous contaminer, chers auditeurs. Carrément. Fait que, Guillaume, assez parlé, on va aller rejoindre nos amis Sébastien et François de PGGR. Salut groupe, alors nous avons avec nous Sébastien Roy et François Tremblay qui nous ont rejoints. Alors nos invités ont fondé le mouvement PGGR qui est l'acronyme pour Petits gestes, grands résultats. Alors c'est un projet écologique qui a été lancé par ces deux professeurs-là, enseignants en univers social, enseignants en sciences. Alors François, Sébastien, bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Tout le plaisir est pour nous. On est très contents. Ouais. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être détailler un petit peu le projet PGGR? Ça a parti de quoi? Bon. Ben là, c'est mon ami François me fait signe de partir la cassette. Alors, je peux pas inventer la fondation du mouvement parce que c'est l'histoire et c'est comme ça. Hein? Donc, je vais vous la redire. Alors, ça a commencé tout bonnement en 2009. Alors, je venais tout juste d'être nouveau papa. Et puis, mon garçon Rémi avait à ce moment-là 1 an et demi. Puis, j'étais allé prendre une marche avec dans la rue, là, au printemps. Puis, il avait ramassé un paquet de gomme. Il s'était penché. Les enfants ramassent un peu n'importe quoi, hein. Il avait ramassé un vieux paquet de gomme au sol. Puis, j'avais dit, touche pas à ça, c'est sale. Fait que j'avais tapé sur le paquet de gomme. Puis après ça, on a laissé ça sur le bord du chemin, puis on a continué comme ça. Ça a été un événement isolé. Et puis après ça, le flash là, du mouvement PGGR, c'est pas fait sur le coup. Ça a pris un délai un petit peu, je suis comme ça des fois. Là. Puis je me trouvais à enseigner au même moment l'empreinte écologique, parce que je suis enseignant de sciences en 4e secondaire. Puis on parlait d'empreinte écologique, puis on parlait aussi de la propreté dans nos murs à l'école, à la cafétéria, à l'extérieur, et puis c'était vraiment désagréable là, au point où c'était pratiquement... C'est une zone de guerre. Une zone de guerre. Hein? C'était dégueulasse. Est-ce qu'il y a encore de l'amiante dans vos murs, vous autres? Ou... Ils l'ont enlevé pas mal, là. Ils ont changé les tuiles de plafond suspendu. C'est juste que, c'est ça. S'ils lèvent, là, si les tuiles bougent, là, faut l'évacuer. Mais ceci étant dit, je vais revenir à la fondation. À la fondation, là. C'est que c'est ça. Donc, j'enseignais l'empreinte écologique, puis à un moment donné, j'étais dans ma voiture, puis je me suis dit, hein, alors, parce que on avait une brigade verte à notre école, et là, brigade, là, c'est qui était à la cafétéria, puis il disait aux jeunes de se ramasser, tu sais, à leur père, puis si tu te ramasses pas, ben tu vas faire de la conciergerie. C'était coercitif, là. Tu sais, c'était... Ah, ouais. Fait que là, étant dans une polyvalente, l'adolescence étant ce que c'est, qu'est-ce qui arrive quand un ado dit à un autre de se ramasser? C'est sûr que ça se passe moyennement bien. Là. Fait qu'il se faisait envoyer promener. Là. Ouais. Fait que le comité qui était sur le dossier de la propreté et puis de l'environnement à l'école à l'époque, c'était plein de bonnes intentions, là, naturellement, mais les jeunes, moi, ils m'ont dit dans la classe, il y avait plein de jeunes là-dedans qui voulaient faire, tu sais, que ça avance, que ça change. Mais ils ont tous démissionné en bloc, là. Ils ont dit, moi, je suis pas intéressé de me faire envoyer promener, là. Donc là, j'ai dit, ouais, il y a un problème. Fait que là, c'est vraiment problématique, la situation. Fait que là, j'étais dans ma voiture un vendredi soir, puis je m'en allais faire des commissions. Puis j'ai eu l'idée suivante, le flash a été que si Rémi, à 1 an et demi, est capable de se pencher puis de ramasser un déchet, c'est que l'humain a un comportement inné, hein, à ramasser des déchets. Donc, on refoule ce comportement-là profondément pour la plupart d'entre nous. Et puis, si lui est capable, 1 an et demi, on est tous capables. Fait que j'ai dit, on va lancer le défi à nos jeunes de ramasser, à nos jeunes, puis à montrer l'exemple aussi aux adultes, puis à leurs pères plus jeunes, de ramasser 2 déchets par jour. Fait que là, 2 déchets par jour, ça n'aide à rien. Mais si tout le monde faisait ça, ben à un moment donné, PGGR n'aurait plus de besoin. Non, c'est aussi une belle façon de, tu sais,
tout le monde est d'accord avec les grands idéaux, hein. Tout le monde est d'accord pour sauver la planète, l'environnement. Mais c'est quand vient le moment de passer à l'acte que c'est plus difficile. Fait que ramasser un déchet, petit geste, grand résultat, c'est un acte qui est à la portée de tout le monde. N'importe qui est capable de le faire. On n'a pas besoin d'être un super-héros ou d'avoir des super-pouvoirs, là. On se penche, on le ramasse, on n'en parle plus. Fait que ça commence là, là. Tu sais, le bien pour la planète, ça commence là, simplement en ramassant 2 déchets par jour. Là, ce qu'il vous dit pas, c'est qu'il m'a téléphoné quand il y a eu le flash à 9h30 le soir. « Hey, François, j'ai une idée! » Puis il m'a parlé de ça, puis je dis « Écoute, j'embarque tout de suite. On a commencé ça. » Puis je te dirais que ça a pas été facile au début, hein. Combien de noms qu'on a eu, combien de fois qu'on s'est fait dire ça fonctionnera jamais. Écoute, si on avait une pièce à chaque fois, je pense qu'on serait riche, là. Mais on n'a pas lâché, puis ça a bien fonctionné. Les élèves ont répondu, puis ouais, ça va très bien maintenant. C'est propre autour de l'école. Il y a des hauts et des bas. Oui. Ah, ben en fait, justement, moi, tu sais, ce qui m'intéresse, c'est que justement, vous travaillez avec des adolescents, des fois, en tout cas, en éduc, Dieu sait que je suis confronté à ça, des fois, c'est une genre d'apathie générale où, tu sais, on sent que des fois, ça va être difficile d'amener dans l'action, tu sais, de leur faire comprendre qu'ils ont du pouvoir. Fait que ça a été quoi votre tactique, vous autres, pour les accrocher à travers ça? Écoute, on s'est rendu compte qu'on va plus loin avec une petite tape sur l'épaule et un sourire qu'avec une claque en arrière de la tête. Fait que finalement, PGGA, on n'est pas dans la morale où c'est pas coercitif. On y va avec l'humour, le sourire, puis la gentillesse. Puis on montre l'exemple. C'est moi et Sébastien, on se promène, puis on ramasse des déchets, on interagit avec les jeunes, puis ils vont ramasser comme ça. Tu sais, on les attaque pas. Fait que, finalement, je pense que c'est une approche qui est gagnante. Ça fonctionne bien. À long terme, là, c'est bon. Puis à un moment donné, ça vient qu'ils s'en parlent entre eux autres, puis à un moment donné, ils vont s'influencer, puis ils vont s'influencer des fois sans le savoir, parce que on leur dit, c'est ça qu'on leur dit, on dit, si tu es en train de le faire, là, puis il y en a 3-4 qui te voient faire, là, ben tu viens de donner un exemple, là, t'as pas besoin de parler, là. S'il y en a un qui se ramasse pas, puis ça fait 10 fois que tu le ramasses, à un moment donné, il va peut-être comprendre, là, c'est juste qu'il est peut-être moins vite un peu, là, mais éventuellement, nous autres, on a pour notre dire que la patience vient à bout de tous les comptes, fait que... C'est un beau dicton, ça. On est très patient. On est très patient. Il y en a que c'est plus long, mais des fois, c'est juste aussi dans le comportement adolescent typique là, de faire le contraire de ce qui est prescrit. Mais là, ça, c'est à un moment donné, ça vient des poches de résistance qu'on appelle, puis on les rencontre, puis on leur demande une question, pourquoi? Puis là, ben... Donne-nous un argument et non une opinion. Ouais. Puis un parce que ça compte pas. Fait que là... on leur met la balle dans le camp, puis sans les attaquer. Puis là, pourquoi? Puis après ça, ben ils se rendent compte assez rapidement qu'ils sont à court d'arguments. Là. C'est ça, puis on dédramatise un peu. Là, on lui dit, écoute, il n'y a pas vraiment de mauvaises personnes, il y a juste des mauvaises attitudes ou des mauvais choix. Je pense pas que tu es une mauvaise personne, mais pourquoi tu laisses traîner ça? Là, systématiquement, la phrase qu'on se fait dire, c'est pas moi ou c'est pas à moi ou... Non, on t'accuse pas de l'avoir jeté au sol. On te demande pourquoi tu le ramasses pas. Ah, ouais. Ou dans ce temps-là aussi, la fibre chez l'adolescent de la culpabilité ou du cheap, là, Le cheapness. Le cheapness, là, il est assez développé, hein. Fait que là, on dit, ben ok, d'abord, je vais le ramasser. Fait que là, je me penche, puis là, automatiquement, ils se mettent à m'aider, là, ou à aider François, ou ben, c'est pas à moi non plus, tu sais. On va le ramasser. C'est pas grave. Ou on leur demande, penses-tu qu'il va revenir le ramasser, celui-là qui l'a laissé là? Les statistiques montrent que les chances sont minces. Celui-là qui sac son Tim Horton, là, dans le fossé, là, sur le chemin de la mine à Hull, là, je le salue en passant. Je le ramasse souvent, lui. Mais ça, je vais dire, Tim Horton, c'est un fléau. J'ai une de mes étudiantes qui travaillait au centre de recyclage de la ville, puis elle a dit, il n'y a aucun du plastique de Tim Hortons qui est recyclable. Puis ça, je pense que, tu sais, ça paraît qu'on est Canadien, mais je pense que c'est le déchet numéro 1 qu'il y a partout là, sur les terrains publics. C'est du Tim Hortons. Mais moi, j'aurais une idée. Ils pourraient faire des verres compostables puis inclure là-dedans des graines de fleurs ou de plantes sauvages. Fait que, tu sais, tant qu'à faire, ça se dégraderait, mais ça pourrait être bon pour l'environnement. En tout cas, je lance l'idée comme ça, là. On vous salue, Tim Hortons. On va espérer que ça se rende. Ouais, je suis pas sûr que commandite le podcast fort, en tout cas. Ouais. Puis cette initiative-là, Sébastien, François, là, vous avez réussi à toucher des gens qui sont près de vous, d'une échelle qui est très, très locale.
Est-ce que vous posez des gestes qui vont peut-être viser un petit peu plus large? Oui, en fait, oui. Dès les premières années qu'on a commencé, nous, on croit beaucoup que c'est la jeunesse qui a le pouvoir de changer le monde. Puis, on se l'est dit tout de suite. Quand on a fondé PGGR, on s'est assis puis on a fait un espèce de plan quinquennal, un plan sur 5 ans. Puis, on s'est dit que si on allait viser les écoles de notre bassin, ce serait plus facile à l'Érabillard parce que les jeunes qui gradueraient du primaire au secondaire auraient déjà la mentalité PGGR. Fait que dès la première année, on a formé des jeunes de notre école qui allaient présenter dans leur école primaire le projet PGGR. Puis c'est très valorisant puis très formateur pour eux, pour les élèves, de retourner dans leur ancienne école primaire. Puis pour les profs, de voir les profs du primaire, de revoir leurs anciens qui viennent pour présenter quelque chose. Écoute, c'était vraiment cool. Puis ça a fait une différence. Hein. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent ici, qui n'ont entendu parler, puis qui le font. Donc ça a été un bon coup, je pense, qu'on a fait. Parce qu'on fait des présentations à chaque début d'année pour dire un peu faire une rétrospective de ce qui s'est fait l'année dernière, de l'année précédente, puis après ça, où on en est là. Puis qu'est-ce qu'on vise cette année comme objectif? Et puis dans notre mission, nous autres, c'est oui d'aller dans les écoles primaires présenter le mouvement, mais c'est via les jeunes. Puis pour les jeunes du primaire, de voir des anciens ou des adolescents qui viennent dans des écoles comme ça, c'est beaucoup plus signifiant que si c'était un enseignant ou un adulte qui vient leur parler. Puis c'est pour vrai, c'est ça. Ouais. Ce que je vous dirais, c'est que moi, personnellement, je travaille, entre autres, dans la formation. C'est beaucoup d'andragogie, c'est avec des adultes. Puis effectivement, ce que toutes les études nous disent, c'est que c'est les pairs, quand ils donnent du feedback, des rétroactions, qui ont le plus d'impact. C'est pas le formateur, c'est les pairs. Ça me surprend pas que vous me disiez la même chose avec vos étudiants. En tout cas, nous, on l'a vu, là, on l'a expérimenté, puis ça marche pour vrai. Oui. Puis ce qu'on dit aux jeunes aussi, c'est que l'école secondaire, une école, c'est comme une micro-société. Puis si on est capable de reproduire, de faire en sorte que dans notre milieu, ça soit peut-être pas parfait, mais tu sais, qu'il y ait une grosse amélioration, mais ça voudrait dire que ça peut être exporté d'une société au complet. Là. Ça fait que ça deviendrait quelque part un projet de société. Là. Si toutes les écoles le faisaient au Québec, à un moment donné aussi, PGGR, ça crée de la richesse parce que les jeunes ont une gamme de vêtements à l'école. Et puis, il y a un chandail à l'effigie, il y a un logo PGGR dessus. Puis à chaque fois qu'il y a un jeune qui achète ce chandail-là, il y a 5 $ qui va dans le compte PGGR pour réaliser des projets environnementaux. Puis sans le savoir, parce que la gamme est nouvelle de cette année, que les jeunes l'ont acheté là, comme ça, sans savoir cette donnée-là. Il en a acheté pour 579 chandails. Là. Fait que c'est près de 3000 $ qui sert à faire des projets. Fait que là, avec ça, on va faire des couvercles là, pour les poubelles qui sont à l'extérieur parce que les écureuils sortent la nourriture des poubelles. Fait que là, on a comme des ennemis, là. Mais parce que là, à un moment donné, on se disait, ça se peut pas que ce soit les jeunes qui salissent comme ça, mais c'est ça, les écureuils, cette année particulièrement, hein. Ouais. Ils ont entrepris nos poubelles, puis ils sortent le stock, là. Puis quand le vent pogne là-dedans, évidemment, là, ça va sur le terrain. Écoute, en début d'année, moi, je suis un marcheur, là, je reste pas loin de l'école, je viens au travail à pied tous les matins. Je me disais, voyons, ça se peut pas, il y a un relâchement au niveau de la discipline. Là. Comment ça que les jeunes se laissent traîner? Ben non, c'est les écureuils et les corneilles qui sortaient les poubelles. Là. Mais pour parler aussi de gestes qui sont entrepris à l'école, comme vois-tu, cette année, on a commencé à faire compostage, recyclage à la cafétéria. On a acheté l'année dernière du pain qui avait été coupé en Outaouais, là, des pains de l'Outaouais. Du bois brut. Avec ce bois-là, puis les élèves, on l'a dégrossi, dégauchi, on l'a plané, puis on a fabriqué des îlots de compostage, recyclage. Puis on a tout pris les poubelles de la cafétéria pour seulement laisser les îlots. Fait que tu vois, à chaque midi, il y avait 8 poubelles remplies de déchets qui partaient pour le compacteur. Maintenant, c'est quoi? C'est une poubelle. Un seul sac de déchets ultime. Tout le reste, c'est composté, recyclé. Puis ils sont bons, là. Il y a pas vraiment beaucoup de contamination. Ils font bien ça. Puis c'est plus propre maintenant que v'là 2-3 ans, là, tu sais, je pourrais te dire, là. Ils sont bons, là, sérieusement. Puis on est une école, hein. Puis ça fait plusieurs années que nous autres, on leur dit là, qu'on aimerait ça composter à l'école. Fait que les autres, enfin, là, que ça se réalise, là.
là, il embarque, puis on va voir, là, puis on a donné une formation, là, justement, quand on a rencontré les jeunes en début d'année, avec, on expliquait les affiches, les pictogrammes, les différents etc. types de plastique. Et voilà. Puis ils suivent ça, là, puis on fait quelques ajustements de temps, par-ci, par-là, là, à l'intercom, des fois le matin, puis hop, ça s'ajuste tout de suite. Parce que, tu sais, on est très transparent, hein, on leur dit c'est quoi qu'on fait, puis vers où on s'en va. Fait que le compostage, ça fait quoi? Ça fait 2 ans qu'on les en parle? Non. Ouais. Fait que ça a été un projet quand même de longue haleine, là. Puis là, qui est réalisé, écoute, ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on dit, puis on le fait, là. Fait que, ouais. Mais les projets que vous lancez, comme lancer du compostage, lancer du recyclage, je veux dire, effectivement, ceux qui l'adoptent à la maison, ils voient une diminution de leurs déchets, c'est 87,5%, là, c'est génial, mais est-ce que vous rencontrez de la résistance, que ce soit de la part de la direction, de la part des parents peut-être à vos projets? Ben, c'est des grosses machines, là. C'est sûr que au début, quand on a lancé l'idée, on a eu un peu de, je dirais pas de la résistance, mais tu sais, c'est un mécanisme qui est quand même long à enclencher. De l'inertie. Mais, pardon? De l'inertie administrative. Merci. Mais finalement, non, il y a une belle collaboration qui s'est installée. Comme là, il y a un autre projet qui a parti aussi, c'est les ruches urbaines. À l'Érablière, en février dernier, j'avais eu l'idée de partir de l'apiculture à l'école. J'avais entendu un reportage à Radio-Canada qui parlait d'écoles à Montréal qui avaient des ruches. C'est bien génial, ça. Puis finalement, j'en ai parlé à ma direction. Ils ont embarqué dans l'idée. Puis écoute, l'école Érablière a acheté des ruches. Puis on a fait notre miel. Puis écoute, on a vendu cet automne 40 livres de miel. Ça a parti en un midi. Puis c'est une activité qu'on fait avec les jeunes. Fait que non, je te dirais que ça va bien côté coopération. Puis la direction nous a tout le temps appuyé depuis le début. Là. Tu sais, au début, il n'y avait rien. Là. Il n'y avait pas de logo, il n'y avait absolument rien. Puis on avait rencontré la direction, puis on a dit OK, on fonce. Fait que nous autres, la première étape, on avait présenté le projet une fois que le logo avait été créé à l'équipe école. Là, l'équipe école, ils ont dit OK, on embarque. Mais au début même, on a eu des collègues au départ qui nous ont dit ça marchera jamais. Fait que là, moi j'avais lu un peu là sur un peu des biographies de gens qui ont réussi à un moment donné, puis souvent ils se disent au début, ben ça marchera pas tes affaires, t'sais. Fait que quand on se les fait dire, on dit excellent, ça nous prenait ces personnes-là, on les a. C'est dans le processus. Fallait se faire dire non pour savoir que ça allait être un oui. Ouais, c'est ça. Puis, ça peut être, il y a eu des bas, il y a eu des hauts, il y a eu des bas assez profonds. Il y a eu des bas assez profonds. À un moment donné, on se dit, hey là, on arrête-tu, là, parce que des fois, on se trouvait qu'à la cafétéria, là, ça régressait, là. Mais on n'a pas lâché, puis on... Est-ce qu'il y a eu un moment de gros déclic, là, où ça a fait, OK, là, ça a fonctionné? Mettons, quand l'année où les élèves du primaire sont arrivés dans votre école, est-ce que ça a fait, OK, bam, là, ça part pour vrai? Quand on commence l'année, là, on fait un sondage, tu sais, à nos premières secondaires, qui a déjà entendu parler de PGGR? Puis plus les années avancent, plus ils en entendent parler, il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Fait que là, c'est encourageant, tu sais, à un moment donné, quand t'as un certain pourcentage d'une population qui voit qu'il y a un projet qui perdure puis qui gagne en crédibilité, parce qu'il y a eu aussi il y a eu des reportages à Radio-Canada qui nous ont tout le temps supporté là-dedans. Il y a eu un documentaire qui a été fait, qui a remporté d'ailleurs une médaille d'or au Deauville Green Awards. Là. Écoute, c'était vraiment fantastique. Là. Et puis les jeunes, ben là, quand on leur présente ça après, là, ouais, ok, là, c'est pas, ils sont sérieux là, je pense. Là. Fait que là, on le sent beaucoup l'appui, beaucoup plus maintenant. Mais tu sais, quand je te parlais de transparence tantôt, c'est que on fait plein de choses, puis on est sur le terrain, puis on donne l'exemple aussi là, tu sais, ce qu'on dit, on le fait, là. C'est aussi simple que ça. Comme on a installé aussi une buvette à l'école. Un des déchets qu'on ramassait le plus, c'était des bouteilles d'eau. Puis écoute, moi je viens sans connaissance quand je ramasse une bouteille d'eau parce que tu sais très bien que l'eau du Québec, l'eau du réseau d'aqueduc en général au Québec est excellente. Mm-hmm. Puis ils nous vendent de l'eau en bouteille. Voyons, l'eau c'est gratuit, tu sais. Fait que un des déchets qu'on ramassait beaucoup étant les bouteilles d'eau, on a fait installer à l'école une buvette que tu peux remplir tes bouteilles pour essayer de diminuer le nombre de déchets. Ben, tu sais, à chaque fois qu'on fait une action puis que les élèves voient qu'on avance puis qu'on lâche pas, ben on dirait que ça les motive, ça. Ben, c'est bon, ça aussi, chez les jeunes enfants. Hein. C'est pas tant ce qu'on dit que ce qu'on fait qui est important pour eux autres. Si tu dis à ton enfant, arrête
arrête de crier, puis tu cries après quand tu dis ça, c'est ça. C'est un peu le même principe. Il n'y a pas de concordance, là. Ouais, excellent point. Puis je dois dire que je vous appuie avec les bouteilles d'eau, moi, ça me fait capoter. J'en ramasse, je dois ramasser plus que 50 par semaine, ça, puis les canettes. Là. Moi, c'est ma guerre, là. Je me suis dit, OK, c'est recyclable, fait que j'en ramasse le plus possible. Puis, non, c'est ridicule. Ça coûte plus cher que de l'essence. Mais écoute, je te dirais que ça a marché, nous. On a vu une bonne diminution du nombre de bouteilles d'eau qu'on ramasse sur le terrain avec la bouteille remplissable. Puis quoi, on est rendu à quoi? 23 000 remplisseurs? Oui. Depuis un an, là, 23 000 remplissages. Puis ça fait la file à buvette. J'installe Sébastien à côté, puis il compte fidèlement les remplissages. Faut bien qu'il serve à quelque chose, Non, il y a un compteur, là, intégré. Fait que, dites-moi, les gars, vous avez peut-être vu récemment, en fait, sûrement les annonces du gouvernement qui disaient que les bouteilles d'eau allaient être consignées, puis que les consignes de canettes d'aluminium allaient augmenter. Ça doit vous faire assez plaisir, ça? Vas-y, Frank. Ben oui, mais ce que j'aimerais encore mieux, moi j'abonde un peu dans le sens de ce que Guillaume disait tantôt, tu sais, j'aimerais encore mieux que les gens embarquent pas dans la gamique de la publicité d'acheter de l'eau en bouteille, c'est meilleur. Buvez de l'eau du robinet avec des bouteilles recyclables, c'est encore mieux, parce que ça génère moins de déchets. Mais en fait, on est content pour la consigne, parce que ça va probablement faire moins de déchets dans l'environnement. En tout cas, on espère. Hein. C'est garanti. Oui, c'est ça. Le meilleur déchet, c'est celui-là qui n'existe pas. Hein. Fait que si tu bois l'eau du robinet versus une bouteille d'eau, c'est sûr que quand tu vas au chalet puis l'eau est plus ou moins comestible ou potable, bon, OK, t'amènes tes bouteilles d'eau. Mais en ville, à Gatineau, c'est une très bonne eau. Puis je sais pas, là. Ou à Montréal. Montréal, l'eau est bonne, je pense. À Montréal, j'ai déjà été dans le réseau d'aqueduc, puis un des techniciens me disait que la prise d'eau au centre du Saint-Laurent était de meilleure qualité que le résultat, le produit de bien des usines d'épuration ailleurs au Québec. Ouais. Fait que, ouais. C'est encourageant. Puis ça, c'est une eau qui ont chloriné, filtré, ozoné, UV-isé, name it. Tu sais, pour revenir à PGGR, le petit geste grand résultat, ça aussi, c'en est un PGGR. De boire de l'eau dans une bouteille réutilisable. En fait, on veut pas, tu sais, on ramasse les déchets, mais on veut pas focusser seulement là-dessus. N'importe quel geste pour l'environnement, pour nous, c'est du PGGR. Tant que tu passes à l'action, tant que tu agis, ce qu'il faut surtout pas, c'est dire oui, l'environnement, puis finalement rien faire. Là. Ça, c'est non acceptable. Faut agir. Que ce soit en ramassant des déchets, en faisant une boîte à lunch écologique, en buvant de l'eau dans une bouteille recyclée, en limitant ses déplacements le plus possible avec des véhicules à combustible fossile, puis en prenant sa bicyclette, puis en marchant, d'autant plus que c'est bon pour la santé. C'est ça la philosophie un peu que je gère, c'est d'agir. C'est 2 déchets par jour, c'est juste le commencement. Si on n'est même pas capable, je me dis, comme à un moment donné, comme individu, comme société éventuellement, là, de faire ça, ce geste-là, là, bon, on mérite que la planète réchauffe de 4 degrés. Tu sais, si on n'est même pas capable de se ramasser en partant, là, on n'est pas rendu à avoir juste un parc de voitures électriques loin de là. Hein? Tu sais, je veux dire, c'est un départ, puis quand tu commences à ramasser des déchets alentour de toi, ben c'est là que tu te rends compte qu'il y en a bien. Ouais, les gens, à un moment donné, ils les voient pas, je pense. Il y a un fil. Ça, c'est 100% d'accord. J'en parle beaucoup aux étudiants de cégep, puis quand je commence à les pointer puis les ramasser, le premier commentaire, c'est « Oh, j'avais pas vu ça. » Mais bon, moi, je veux faire une tangente. Là, vous avez mentionné les ruches. Là. Puis quand on a parlé, la dernière fois qu'on s'est parlé au téléphone, ça m'a fait capoter. C'est un super projet. Puis vous expliquer les ruches, comment ça a commencé, puis où c'est rendu là, avec votre projet pilote. C'est le bébé de François, c'est mon bébé, ouais. Vas-y. J'ai, comme j'ai dit tantôt, ben peinard en février passé, j'étais en train de faire un déplacement quelconque, puis j'écoutais la radio, puis j'ai entendu un reportage sur des écoles à Montréal qui avaient des ruches sur leur toit. Puis écoute, on sait tous que l'abeille est un peu en difficulté là, avec les nicotinoïdes puis les monocultures de maïs puis de soya, c'est pas rien vraiment pour aider l'abeille. Puis il y a aussi des parasites comme le varroa qui s'attaquent aux colonies d'abeilles. En fait, l'abeille est menacée. Puis ça c'est quelque chose qui me touche. Puis étant gourmand, l'abeille produit du miel, ben là ça me parle beaucoup plus directement. C'est délicieux. Écoute.
Fait que j'ai eu l'idée, je me suis dit, s'il y en a ailleurs, pourquoi qu'on pourrait pas en avoir à Gatineau? Là, j'ai été voir ma directrice, j'ai expliqué le projet. On a pris contact avec un organisme qui s'appelle Apiculture Gatineau, qu'on salue. Ils nous ont vraiment beaucoup aidés. Ils nous ont donné énormément de conseils. Pablo, Daniel, je les salue tous. Puis le projet, en fait, ce que c'est que l'école s'est portée acquéreur de 2 ruches. Puis il y a une classe, la classe de formation préparatoire au travail. C'est une classe où il y a des élèves avec un parcours un peu atypique. Puis il y a un prof qui les chapeaute, Madame Dena Monette. L'idée, c'est que c'est cette classe-là qui s'occupe des ruches. Ça leur donne une espèce de formation, un plateau de travail, puis c'est géré comme une petite entreprise. Les élèves vont s'occuper des ruches, faire la récolte, faire la mise en pot, faire les étiquettes, puis ils vendent le miel. Puis les profits qui sont générés par la vente de miel, là, bien sûr, on est en train de repayer nos ruches, là, mais il y a une partie qui va rester pour les initiatives écologiques. Puis le reste de l'argent va être géré par la classe pour soit acheter d'autres équipements pour faire grossir l'entreprise ou, s'ils le décident, faire une activité d'élève. Ça, c'est tout à fait correct. Là. C'est tant que ça retourne à l'élève, c'est ça l'idée. Puis, on fait pas seulement du miel, on transforme aussi la cire. Comme là, on va entrer dans la phase de fabrication de baume à lèvres, du Lipsil. Ça, ce sera un autre produit qui va être vendu par les élèves. Puis l'idée, c'est de faire grossir un peu le rucher. J'aimerais ça qu'on arrive peut-être autour de 10 ruches. Puis pour la communauté, c'est vraiment intéressant. C'est sûr qu'avant de monter les ruches sur le toit de l'école, parce que là, il y a un règlement à Gatineau qui interdit d'avoir des ruches en ville, mais l'école est un projet pilote. Ça veut dire que nos ruches vont embarquer sur le toit de l'école au printemps 2017. Donc, c'est ça, on va rencontrer le voisinage, les parents d'élèves. Puis, pour la communauté, c'est vraiment intéressant parce que les jardins cet été vont exploser de légumes. Là, ça va être l'apocalypse. Là, ça va être Bagdad à propos des récoltes. Ça va être fou comment il va y avoir des légumes. Donc, c'est un projet un peu qui est bon non seulement pour l'école, pour les élèves, mais aussi pour la communauté. Puis pour vous dire comment on est supporté par notre direction, Mme Rioux, qui est notre directrice de l'école, là, elle a accepté là, d'héberger les ruches à son domicile, parce qu'à Kentley, il n'y a pas cette réglementation bidon. Oui. Et puis les ruches sont chez elle là, depuis le début. Là. Et on la salue, Mme Rioux. Monsieur Marc-André aussi, Marc-André Degg, qui est un technicien, qui donne vraiment un bon coup de main pour les ruches aussi. C'est une bonne directrice, ça. Oui. Oh, oui. Puis on parlait d'administration tantôt. Est-ce que vous avez eu un peu de réticence à cause des allergies étudiantes? Tu sais, souvent dans les écoles, en ce moment, là, si quelqu'un est allergique à une arachide, là, c'est comme c'est fini, il n'y en a plus dans les lunchs. Là. Je te dirais, Guillaume, c'est un des premiers points qui m'est venu en tête quand j'ai entendu le reportage. Je me suis dit, mais comment ils font? Il doit y avoir des élèves qui sont allergiques. C'est sûr qu'il y a des gens, il y a des gens qui sont allergiques au venin d'abeille, mais l'abeille n'est pas vraiment agressive. La majeure partie des gens qui se font piquer par des guêpes. Faut savoir que l'abeille, une fois qu'elle a piqué, elle meurt parce que son dard se détache, puis dans le fond, elle s'éviscère une fois qu'elle a piqué. Fait que les deux populations cohabitent très bien, la population d'abeilles, population d'étudiants. Elles sont pas en contact parce que les abeilles sont sur le toit, puis elles, ce qui les intéresse, c'est les fleurs, c'est le nectar, là. J'avais parlé avec la compagnie qui s'occupait de ça à Montréal, puis ils n'ont pas eu d'épisode de piqûres connus avec des élèves, fait que je pense pas que ça va être un problème. C'est plus une question d'éducation, je te dirais, parce que les gens, ils pensent tous que ce sont des abeilles qui les piquent, mais en règle générale, c'est des guêpes. Ouais. Puis il y a une émission très intéressante aussi à Télé-Québec là, qui s'appelle La classe ouvrière. Ouais. C'est avec Anissé Desrochers, qui est une superstar du miel au Québec. Ça a été un des premiers à mettre en marché des miels bruts. Puis il fait des miels absolument extraordinaires. Sarrasin, oui. Il faut savoir que chaque terroir va avoir ses particularités, puis le miel va être complètement différent d'un endroit à l'autre. Alors, c'est aussi une des choses qui est intéressante, c'est que le miel qui va être produit à notre école va avoir sa signature propre. Il sera pas... il va être unique. Alors ça, c'est vraiment intéressant.
Mais t'es ouais, hein, ils sont à côté des ruches, puis ils se font pas piquer, là, tu sais, ils sont pas. Puis il y a des milliers de ruches d'abeilles à l'entour. Il s'agit simplement d'être un peu intelligent, là. C'est certain que si tu vas jouer dans les ruches quand il pleut, ben là, tu vas avoir toute la colonie qui va être à l'intérieur, qui va vouloir te sauter dessus. Mais souvent, les abeilles sont pas agressives. Là. Tu mets simplement ton filet, tu mets un peu de fumée, puis tu peux travailler. Écoute, j'ai été aux ruches en t-shirt et en short, puis j'ai été correct. Là, j'ai pas eu de piqûre. Ah, c'est bon à savoir, puis c'est bon de défaire aussi, limite. Là. Parce que je vois encore les gens acheter en truc, surtout qu'ils voient quelque chose qui fait un petit buzz, ils essaient de le tuer ou ils partent en courant. Là. Fait que j'ai un peu d'éducation, ça fait toujours du bien là-dessus. Ouais, ben il y a justement une idée, une intention pédagogique derrière ça, c'est que c'est un peu dommage hein, dans nos sociétés ultra branchées, ultra techno. On dirait qu'on perd un peu le contact à la terre, puis le fait de s'occuper de quelque chose de vivant qui va donner un produit qui est comestible, puis tu es responsable de ces colonies d'abeilles-là, ça développe quelque chose qui est peut-être plus difficile à développer de nos jours. Tu sais, on n'est pas nécessairement tout obligé d'être comptable ou enseignant ou tu sais, avoir une expérience en apiculture, c'est une corde qui peut être intéressante à son arc. Puis en plus, on développe des acquis qui ne seraient pas possible de faire autrement. Les fameuses compétences transversales, n'est-ce pas? On va éviter le sujet. Yep. Passons à autre chose alors. Donc, vous avez créé un... Je pense que ça va être tout. C'est ça, fin de l'entrevue. OK, salut. Non, mais donc, c'est ça, vous avez créé un empire à un certain point. Est-ce que PGGR, à votre connaissance, fait des petits ailleurs? Tu sais, vous avez dit, vous avez interviewé, vous avez eu plusieurs entrevues, plusieurs documentaires. Est-ce que il y a des initiatives similaires qui ont débuté ailleurs, à votre connaissance? Oui, on a des sur le site web de PGGR, là, c'est possible pour des gens des fois qui écoutent, là, qui disent hey, moi je le fais déjà. Vous pouvez vous inscrire sur le site web. Puis ça implique à rien, là. On n'achète pas personne là, avec des millions de courriels avec ça, là. C'est juste que quand tu t'inscris, tu rentres ton code postal, parce que c'est une géolocalisation avec Google Maps. Puis tu dis OK, moi j'embarque dans le mouvement. Ça va mettre à ce moment-là un marqueur sur la carte de Google Maps qui est sur le site web. On peut voir que le point de départ, ça a commencé vraiment à l'épicentre à Gatineau. Puis c'est parce que ça, des fois, des gens nous disent hey, où vous avez pris l'idée, tu sais, ça vient d'Europe ou de quoi de même. Fait que là, non, ça vient pas d'Europe, là, ça vient de Gatineau, ça vient d'ici, là. Fait que là, on leur raconte l'histoire, là, puis ils comprennent, là. Bon. Mais toujours est-il que ça fait des petits, oui. Puis de fil en aiguille, on rencontre là l'environnement, je trouve que c'est un beau monde, c'est un petit monde. Puis le réseautage, là, on est rendu à un moment donné que on connaît plein de gens, OK? Puis à un moment donné, on dit oh, regarde, ça vous tenterait-tu de venir faire une présentation à Montréal, au colloque des profs de l'Alliance, il y a 2 ans. Fait que nous autres, à chaque fois qu'on a une invitation, on dit OK, on y va. Fait qu'on va là, puis on fait une présentation, puis des gens il y avait 100 personnes qui s'étaient inscrits à notre conférence. Fait qu'on leur a parlé du projet, comment c'est né, etc. Puis sur les 100, regarde, ça répond à si tu veux que quelque chose fonctionne, il faut que tu fasses le 1% que les 99% feraient pas, là. Il y a une personne là-dedans, Chantal Melançon, de l'école Saint-Luc, une école secondaire à Montréal, qui elle a dit moi il faut que je fasse de quoi, puis ils l'ont parti à son école. Fait qu'ils n'ont parlé, puis ils font comme on fait ici, ils font des coups de balai, ils sortent dehors toute l'école au complet, puis ils font tous les environs, le terrain de l'école, puis les alentours, puis ils ont ramassé une quantité de déchets phénoménale. Là. On fait ça 2 fois par année. On fait ça au printemps, puis on le fait à l'automne. La dernière collecte qu'on a faite, on a ramassé 313 livres. L'objectif ultime, c'est d'en ramasser 0 livre, là. Mais peut-être un jour, mais je pense pas de connaître ça de mon vivant. Là. Faut dire qu'il y a une tendance, hein, le tas de déchets diminue d'année en année. Ouais. L'année passée, en avril, on avait ramassé 630 quelques livres, puis là, c'était 300... Mais il faut dire qu'on n'avait pas fait au printemps. Oui, c'est ça. L'année dernière, il y avait des moyens de pression. Hein. Fait que là, on est en négociation là avec notre gouvernement bien-aimé. Et puis, c'est ça, là. Fait que ça avait paru sur la prochaine récolte, là. Mais les citoyens des alentours de la polyvalente, maintenant, trouvent que c'est plus propre. Puis il y en a même qui envoient des lettres à l'école. Hey, il y a vraiment une belle différence, bravo. Puis tu sais, ils félicitent. Puis il y a un organisme aussi qui nous a tout le temps appuyé dans cette démarche-là, c'est l'Appel
l'association de protection d'environnement Limbourg. C'était un regroupement de citoyens qui, eux autres, à un moment donné, il y a un marais pas loin de notre école, puis ils se ramassaient, là, une gang de citoyens, puis ils allaient faire le ménage là à tous les ans. Puis ils étaient découragés comment est-ce qu'il y avait du déchet, là, ils en fournissaient pas, ils étaient pas capables de tout ramasser. Et quand on a instauré ça, des coups de balai, là, qu'on sort 1200 étudiants dehors pour ramasser là, le plus de déchets possible, ils ont vu une différence. Après 2-3 ans, ils ont plus besoin de le faire. Faut dire que l'école, on couvre pas juste le terrain de l'école, on couvre large. Là. Il y a beaucoup de pistes cyclables alentour, il y a des forêts, il y a un marais, puis il y a une maison des jeunes. Fait qu'on distribue niveau par niveau les élèves, puis on nettoie à peu près toutes les zones. On couvre vraiment large. Oui. Mais c'est ça. Oui, mais il y en a. Mais c'est ça. Mais genre, si je reviens à la question de départ, oui. Est-ce que ça fait des petits? Oui. Regarde, c'est un exemple à Saint-Luc, à Montréal. On espère éventuellement, c'est parce que c'est pas un projet qui est bien difficile à partir, hein. Nous autres, on est bien aidants, là. S'il y en a qui veulent nos présentations précis, tout ça, là, on donne tout, nous autres, là. On n'est pas regardant. On lance ça dans l'univers. Ouais, on lance ça dans l'univers. Et, en espérant que ça fasse éventuellement boule de neige, puis que, c'est ça. Il y a le plus de monde qui le fasse. Et puis, on en parle aussi un peu quand on va en voyage. Puis, nos jeunes aussi en parlent. Fait que le bouche à oreille, c'est un gros outil. C'est un gros promoteur pour nous, là. Fait que si on regarde sur la carte, il y a 1900 quelques personnes qui se sont inscrites, mais il y en a pas mal plus que ça, je pense, qu'ils le font là, depuis les dernières années. C'est juste que là, on n'insiste pas vraiment là-dessus, là, le fait de s'inscrire sur la carte, là, on n'en fait pas une maladie. Là, c'était juste, quand on a fait la carte, c'est parce que c'était pour que les gens réalisent. Tu sais, ramasser des déchets en soi, c'est un acte qui est un peu solitaire. Hein? Puis tu sais, des déchets, il y en a pas mal. Fait que tu te dis, Moses, je suis tout seul à faire ça. Mais quand tu vois sur la carte qu'il y en a plein un peu partout qui le font, ben tu réalises que c'est la majorité silencieuse. C'est à eux qu'on s'adresse. Tu sais, dans le fond, tu as probablement 90-95% des gens qui jettent le déchet à poubelle puis qui font leurs affaires. Tu sais, c'est la force de la majorité silencieuse. C'est un peu pour prendre conscience du nombre là, qu'on avait fait ça. Puis PGGR aussi, ça a une portée internationale potentielle parce que les lettres, l'acronyme PGGR, là, on s'est rendu compte. Vas-y, mon Un instant. Mon ami Sébastien, au début, là, il m'est arrivé avec ce nom-là, PGGR. Moi, je trouvais PGGR. C'est pas, ça se dit pas, ça. Là, il m'a dit petit geste, grand résultat. Bon, ben, écoute, ça dit ce que ça veut dire. Allons-y avec ça. Puis on a réalisé plus tard que c'était valide aussi en anglais avec Pick Garbage, Gain Respect. Wow. Oh que oui, en espagnol avec Pequeño Gesto, Grande Resultados. En portugais, puis ça se faisait à peu près pareil. Puis en italien, c'était Piccolo, Gesto, Grandi, Risultati. Fait que c'est valide en 5 langues. Les Chinois, on s'est dit, ils vont s'organiser. Je savais pas que Sébastien parlait autant de langues que ça. Je vais en parler demain, je pense. Oui, surprenant. Donc, outre les déchets, outre le miel, vous avez aussi une collecte de vélos, à ce que je comprends. Oui, bien amené. Alors, c'est ça, il y a, à un moment donné, ben c'est ça. Quand on disait tout à l'heure que c'est un petit monde, on a reçu un appel, hein, d'une mademoiselle, Dominique, qui disait, seriez-vous intéressé à rencontrer Monsieur Écolo? Fait que là, Monsieur Écolo, OK. Fait que là, on s'est mis à faire des petites recherches, là. C'est qui Monsieur Écolo? Pour se rendre compte que, du personnage. Et puis, qui était en mission, qui parcourait le Québec, hein, 2000 kilomètres à travers le Québec. À vélo. Et puis, puis en même temps, il rencontrait pour lui des héros de l'écolo, là, un peu partout au Québec. Puis après ça, pour ramasser 2000 vélos, l'objectif. Fait que nous autres, quand on a su ça, on a dit, ben oui, on embarque. Puis on a présenté ça à nos jeunes de notre école. Puis là, on s'apprête là, à organiser la collecte là, de vélos. Puis la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, on est censé aller faire une présentation. Ça, c'est une première dans une autre école secondaire. Fait que ça, c'est une première. On s'était dit ça, là, dans 5 ans, là, ça serait le fun que ça commence à aller dans d'autres écoles secondaires. Puis je pense qu'on a bien visualisé le truc, là, parce que ça s'enligne bien pour ça. On va leur lancer le défi aussi, eux autres, à du versant, là. Question de faire une saine compétition. Alors, qui va ramasser le plus de vélos? Fait qu'on a bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Moi, faudrait se fixer un objectif, là. Hein? 200, ça serait le fun. Ouais, attention, là, si tu le dis en nombre, il faut qu'on l'atteigne. C'est officiel, il n'y a pas de montage ici. 200. Ça Puis, c'est la sortie.
OK. Ben, on vise pas moins de 200. Puis, Pour les gens qui écoutent puis qui se demandent, tu sais, il y a des points de chute, en fait, dans plusieurs régions du Québec. Partout où M. Écolo est passé, ça fait des points de chute. On va mettre dans les notes du podcast un lien vers son site avec tous les endroits où déposer ça. Il y en a au Témiscamingue, il y en a à Montréal, il y en a en Estrie. En Ottawa, il y a 2 endroits. Fait que il y a pas mal de possibilités pour les gens qui ont un vélo qui traîne dans le cabanon depuis comme 3-4 années puis qui commence à rouiller, là. Fait que c'est ça, vous allez avoir accès à ça. Puis, est-ce que vous savez, les gars, si Monsieur Écolo ou son organisme, il retape des vélos? Si, admettons, des gens ont des vélos qui sont so-so, qui se disent... Oui, il y a pas de problème. Il va avoir quelqu'un qui va regarder ça puis qui va les mettre en ordre. Puis, si jamais il y a des vélos qui sont, mettons, il manque une roue ou quelque chose, ben, c'est toujours possible de prendre 2-3 vélos qui sont un peu amochés puis de faire de le réparer, là, de prendre les différentes composantes. Fait que, gênez-vous pas les gens, c'est un autre petit geste qui va avoir un grand résultat. C'est pour aider notre jeunesse. Fait que, faut pas hésiter. Ils vont remettre ça, je pense, à de ce que j'ai pu comprendre, là, c'est peut-être pas... ils vont remettre ça à des gens qui en ont besoin, là, dans le besoin. Puis la balance, je pense qu'ils vont envoyer ça. Ils sont connectés aussi avec une autre organisation, là, qui eux autres font affaire avec des pays là, sous-développés un peu. Là. Puis c'est Sylvain, mon Dieu, son nom mais c'est-tu Vio? Je pense que c'est Sylvain Vieux. Sylvain Vieux, oui. Oui, hein? Avec son comparse, là, et journaliste, là, M. Jean Laroy. Puis, en tout cas, on a bien aimé leur passage ici, là. On les a rencontrés, là, 1 heure, là, puis c'était bien le fun, là. Ils étaient dans leur périple, là. Ouais. On les salue s'ils nous écoutent. Oui, absolument. Excellent. Ben, écoutez, messieurs, c'est un discours inspirant que vous livrez aux gens. On va essayer d'être respectueux de votre temps, sans doute que vous levez tôt demain, en tout cas. Dieu sait que moi puis Guillaume, oui. Est-ce que vous avez, par exemple, un petit message à livrer en terminant à nos auditeurs? Ben, c'est ce qu'on fait qui est le plus important, c'est pas ce qu'on dit. Fait que, si vous dites PGGR, ramasser 2 déchets par jour, c'est une bonne idée, ben c'est juste de l'appliquer. Merci beaucoup. C'est très clair, j'aime ça. C'est rare qu'on réussisse à avoir des gens qui ont leur mot de la fin, qui fit sur un billboard, mais vous devriez faire ça. Payez-vous un billboard avec ce qui est important, c'est ce qu'on fait, c'est pas ce qu'on dit. Avec votre logo, je pense que ça va pogner au coton. C'est vrai, c'est pas bête, ça. Il y a quelque chose qui peut être ici, là. Ouais. Bon. Oui. Ah, c'est bon, ça. Écris ça, faut pas qu'on le perde. Mais plaisir, ça a passé vite. Écoutez, regarde, oui, ça va bien. 40 minutes, le temps de cligner les yeux. Pouf, ça fut parti. Ben, quand on a du plaisir, ça va vite. Puis, on salue tous vos auditeurs. Et puis, c'est ça. Bonne paléo. Génial. Merci Sébastien Roy, merci François Tremblay de PGGR. On espère vous revoir, qui sait, bientôt avec d'autres super bonnes nouvelles pour notre planète. C'est la seule qu'on a. On va essayer de faire attention. Merci Vincent, merci Guillaume. Merci vraiment Vincent et Guillaume. Bon ben, merci chers auditeurs. C'était Vincent Mandeville et Guillaume Lesserte pour le N3S Podcast et on vous dit à la prochaine.